tard, Jules César nommera ses Celtes les Gaulois. Charles Martel, duc des Francs, repousse les invasions arabes à Poitiers. Appelé donc l'Inquisition, les hérétiques étaient ceux qui n'allaient pas dans le sens de l'Église. Ce tribunal fera des millions de victimes à travers les âges. Bonjour à tous. J'ai relevé dans cette vidéo plus d'une quarantaine d'erreurs, approximations, soit en moyenne une toutes les 30 secondes. Il y a visiblement eu un problème dans la rédaction du script et dans la relecture. Je ne vais pas débunker toutes les erreurs, mais je trouvais important d'y consacrer une vidéo, et ce pour deux raisons. Déjà, ça me démangeait de rétablir quelques vérités. Certaines erreurs sont de purs produits du roman national, et c'est important d'en finir avec ces vieux clichés. Mais c'est aussi pour vous montrer que ce genre de format où l'on enchaîne les dates importantes sans contexte est souvent un piège pour la rigueur historique. J'en reparle à la fin. Alors vous connaissez certainement la chaîne César Culture G, que j'apprécie d'ailleurs, notamment pour ses vidéos de géographie. Merci de ne pas aller sous sa vidéo pour l'attaquer, beaucoup s'en sont déjà chargés dans les commentaires. Il a l'air d'être quelqu'un de très sympa et mon but c'est de parler histoire, pas de faire un procès. Pour commencer, c'est il y a 1,8 million d'années que nos plus lointains ancêtres ont foulé le sol de la métropole. Alors première erreur, la datation est surestimée pour le sol français. Les plus anciennes traces d'activité humaine en France sont datées d'environ 1 million d'années et elles se trouvent notamment à Lézignan-Daseb dans l'Hérault. Le chiffre qu'il donne de 1,8 million d'années correspond à l'arrivée d'Homo georgicus en Géorgie, aux portes de l'Europe, mais ce n'est pas sur le sol français. 16 000 avant Jésus-Christ, nos ancêtres du Paléolithique révèlent leur talent artistique dans les grottes de Lascaux avec leurs peintures rupestres. Aujourd'hui, tu peux admirer ces œuvres. Cette datation correspond aux premières analyses au carbone 14 dans les années 1950, aujourd'hui invalidées. Les recherches du programme Lascaux, qui date de 2019, et les synthèses du CNRS placent les peintures entre 19 000 et 21 500 ans avant le présent, soit environ 17 000 à 19 500 ans avant notre ère. 6 000 ans plus tard, en 10 000 avant Jésus-Christ, c'est l'entrée dans le néolithique. S'ensuit alors l'apparition de l'agriculture en 6 000 avant Jésus-Christ. Alors non, c'est une confusion entre Proche-Orient et l'Europe. En France, le néolithique n'apparaît que vers 5 800 ans avant notre ère. En 10 000 avant notre ère, la France est au Mésolithique. Les populations sont encore exclusivement des chasseurs-cueilleurs nomades qui commencent tout juste à s'adapter au réchauffement climatique. En 750 avant Jésus-Christ, on fait un grand bond dans l'histoire avec l'arrivée des Celtes sur nos territoires actuels. Alors c'est une vision dépassée d'une invasion unique. La celtisation de la Gaule est un processus progressif, culturel et linguistique étalé sur plusieurs siècles entre le bronze final et l'Athènes. Les archéologues rejettent aujourd'hui l'idée d'une arrivée brutale et homogène des Celtes. Plus tard, Jules César nommera ses Celtes les Gaulois, Gaulois qui constituent... Ce n'est pas Jules César qui appelle les Celtes les Gaulois. Cette appellation est largement antérieure. Les Grecs utilisaient déjà le terme Kelkoi, Celte, ou Galatai. Les Romains, eux, les appelaient Galli, Gaulois, bien avant César. On retrouve le terme chez Caton l'Ancien ou Polybe au IIe siècle avant notre ère. César a surtout popularisé la distinction géographique entre la Gaule, la Belgique, la Germanie, etc. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le terme celte et gaulois que vous pouvez retrouver ici. Gaulois qui constituaient une civilisation déjà bien avancée pour l'époque, que ce soit en matière d'agriculture, en alchimie ou concernant le commerce. L'alchimie, c'est complètement anachronique. L'alchimie est un concept médiéval. Les Gaulois sont d'excellents métallurgistes, je pense que c'est cela qu'il a voulu dire. Ils ont inventé la cotte de maille, ils travaillaient l'or, ils travaillaient le bronze, l'étain, etc. Donc bon en métallurgie, mais pas en alchimie. Les Gaulois ne cherchaient certainement pas la pierre philosophale. Et c'est la fameuse bataille de Gergovie et le siège d'Alésia dans le cadre de la guerre des Gaules. C'est une guerre qui oppose Jules César aux Gaulois. Après avoir battu les Romains à Gergovie, Vercingétorix est vaincu à Alésia, suite à quoi la Gaule se soumet à Rome. Alors ça, c'est une simplification. La conquête romaine se poursuit encore plusieurs années après Alésia, notamment dans le centre, le sud-ouest de la Gaule, où des résistances persistent. Et là aussi, j'avais fait une vidéo sur la conquête des Gaules et notamment la bataille d'Alésia, si ça vous intéresse, elle est là. Clovis, le roi des Francs, se fait baptiser à Reims. Son prénom, déformé en Louis, sera par la suite porté par 19 autres rois de France. Alors c'est plus compliqué que ça.
Louis ne vient pas de Clovis, mais les deux prénoms viennent du même nom germanique, Hlodovig, signifiant glorieux combattant. C'est comme ça que s'appelait Clovis. Étant dur à prononcer, les auteurs latins rajoutèrent un C au début du mot qui donnera Clodovicus et bien plus tard en français Clovis. Ensuite, une forme plus tardive de Hlodovic, Ludovig, va être transcrite en Ludovicus qui donnera plus tard en français Louis. Ce sont donc deux évolutions parallèles du même nom germanique. 732, Charles Martel, duc des Francs, repousse les invasions arabes à Poitiers. Son nom vient du fait qu'il avait... Ah, la fameuse bataille de Poitiers. 732 n'est pas une invasion, mais plutôt une razzia, des raids ou des pillages interceptés, et non une armée d'invasion massive destinée à occuper le territoire. L'armée d'Abd al-Rahman visait par exemple les richesses de l'abbaye de Saint-Martin de Tours. Charles Martel a surtout instrumentalisé cette victoire pour justifier son emprise sur l'Aquitaine et évincer les derniers rois mérovingiens. La menace musulmane persistera d'ailleurs après 732, il devra encore combattre en Provence et autour de Narbonne en 737. Je vous conseille d'ailleurs le livre de Naudin et de Blanc sur Poitiers. 2 ans plus tard, en 754, son fils et successeur, Pépin le Bref, est nommé roi par ses pairs, reconnu comme héritier légitime des Mérovingiens. C'est doublement inexact. Pépin fut élu roi des Francs dès 751 à Soissons, après avoir déposé le dernier roi mérovingien, Childéric III. C'est en 754 qu'il fut sacré une seconde fois par le pape Étienne II. Alors loin d'être reconnu comme un héritier des Mérovingiens, il en est le renverseur, fondateur d'une nouvelle dynastie carolingienne. 714 à 814, Charlemagne, fils de Pépin le Bref, règne sur le royaume des Francs, structure son administration, rétablit le latin et... Charlemagne encouragea surtout une réforme culturelle et scolaire visant à uniformiser et à améliorer l'usage du latin savant et liturgique plutôt qu'à le rétablir au sens strict. Il s'agissait plutôt de corriger un latin devenu incorrect dans l'administration et l'Église et de former des clercs compétents. Les citations latines, ça va aller là, c'est bon. 7. Hugues Capet est élu roi des Francs, écartant les descendants de Charlemagne. Il est sacré à Reims comme Clovis. Le 3 juillet 987, Hugues Capet fait de Paris la capitale du royaume. C'est pas faux, mais c'est un petit peu anachronique. Lorsqu'il est élu roi en 987, il fait de Paris son fief principal. C'est à cette époque que le destin de la dynastie royale se lie à celui de Paris. Mais sous les premiers Capétiens, la cour est itinérante. Le roi siège à Orléans, à Paris ou à Senlis, selon les occasions. C'est seulement sous Louis VI et surtout sous Philippe Auguste, vers 1190-1210, que Paris s'impose comme capitale, avec la fixation du trésor royal, des archives royales, la construction du Louvre, d'une enceinte fortifiée, etc. Mais les rois continuent de voyager à Vincennes, Fontainebleau, Blois, etc. Paris devient progressivement la capitale, mais ça ne se fait pas d'un seul coup. 1137, Louis VII le Jeune, héritier du royaume franc, épouse Aliénor d'Aquitaine. Cette union agrandit considérablement le royaume jusqu'aux Pyrénées. Ce n'est pas vrai. Déjà parce que le mariage fut annulé en 1152, et Aliénor emporta l'Aquitaine en épousant Henri Plantagenet, le futur roi d'Angleterre. Loin d'agrandir durablement le domaine capétien, cette union se solda par un désastre politique. D'anciens textes. L'année 1233 est marquée par la création de l'Inquisition. Cette année-là, le pape Grégoire IX crée un tribunal chargé de trouver et condamner les hérétiques, appelé donc l'Inquisition. Les hérétiques étaient ceux qui n'allaient pas dans le sens de l'Église. Ce tribunal fera des millions de victimes à travers les âges. Alors là, c'est complètement faux. C'est une erreur issue de la légende noire anticléricale du 19e siècle. Déjà, c'est très dur à chiffrer. Les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux et le chiffre va de 3000 à 12 000 morts sur 3 siècles. On est loin du million. Les tribunaux de l'Inquisition condamnaient très peu à mort. Par exemple, si on prend un inquisiteur célèbre comme Bernard Guy, qui a exercé 16 ans sur Toulouse entre 1307 et 1323, il a rendu 930 sentences. Sur le total, seules 42 personnes ont été livrées au bras séculier pour être brûlées, soit environ 4,5%. La majorité des peines consistaient en des pénitences ou des pèlerinages. Jeanne d'Arc a rempli sa mission, mais prise pour une sorcière, elle est brûlée vive à Rouen en 1431. Non, Jeanne d'Arc fut officiellement condamnée pour hérésie et relapse, c'est-à-dire une rechute après une abjuration.
l'accusation de sorcellerie n'a jamais été le cœur du procès. Elle a été jugée pour avoir porté des habits d'homme et prétendu parler directement avec Dieu sans l'intermédiaire de l'Église. Le procès était éminemment politique. Les Anglais devaient discréditer le sacre de Charles VII en prouvant que Jeanne était une envoyée du diable. Des années plus tard, en 1453, Charles VII met fin à la guerre de 100 ans en triomphant des Anglais lors de la bataille de Castillon. Formulation simplifiée. La bataille de Castillon en 1453 marque surtout la fin des grandes opérations militaires en Guyenne. Les Anglais perdent toutes leurs possessions en France, sauf Calais. Le règlement diplomatique attendra le traité de Piquigny en 1475 conclu entre le roi Louis XI et Édouard IV. Ce traité est souvent considéré comme l'accord mettant durablement fin au conflit franco-anglais hérité de la guerre de 100 ans. En 1991 a lieu le mariage d'Anne de Bretagne et de Charles VIII. La Bretagne devient alors française. Là aussi, c'est une simplification, le duché conservant une large autonomie après 1491. Son rattachement formel et définitif au Royaume de France n'intervient qu'en 1532 par l'édit d'union. En 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts modernise complètement l'administration en instituant l'état civil et en imposant le français comme langue privilégiée et non plus le latin, plus élitiste. L'ordonnance de Villers-Cotterêts est le plus ancien texte normatif encore en vigueur en France. Formulation imprécise sur 2 points. D'abord, l'ordonnance impose le français dans les actes juridiques et administratifs seulement, pas dans la vie quotidienne où les populations parlaient des patois ou des langues régionales. Ensuite, l'objectif n'était pas de démocratiser la langue française, mais de rendre la justice plus claire et d'unifier l'administration royale contre les dialectes locaux. Par ailleurs, il s'agit de l'ancêtre de l'état civil, notamment avec l'enregistrement des baptêmes par les curés, et non de l'état civil tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui date, lui, de la Révolution française. 4 février 1794, l'Assemblée de la Convention abolit l'esclavage dans les colonies françaises. Le lendemain, elle instaure le drapeau tricolore de façon officielle. Erreur de date. C'est le 27 pluviose de l'an 2, soit le 15 février 1794, et non le lendemain du 4 février, que la Convention décrète que le pavillon national sera formé des 3 couleurs disposées en bande verticale. La vidéo se trompe de 10 jours. Par ailleurs, le tricolore existait de facto depuis 1790. Ce décret codifie simplement sa disposition verticale actuelle. J'ai aussi fait une vidéo sur le drapeau français. Né de cette révolution, mais une nouvelle monarchie avec le duc d'Orléans qui devient roi des Français le 31 juillet 1830 sous le nom de Louis-Philippe Ier. La date n'est pas bonne. Le 31 juillet, Louis-Philippe est nommé lieutenant général du royaume. Il devient officiellement roi des Français le 9 août 1830, après avoir prêté serment sur la charte révisée devant les chambres. En avril 1871 a lieu l'insurrection de la Commune. Paris est occupé par l'armée prusse et des Parisiens lancent des émeutes. L'insurrection de la Commune est fortement réprimée par l'armée prussienne, faisant plus de 20 000 morts. Alors là, c'est une grave erreur. La Commune fut réprimée par l'armée versaillaise française sous le commandement du général MacMahon et du gouvernement d'Adolphe Thiers lors de la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Les Prussiens stationnés à l'extérieur de Paris dans le cadre de l'armistice n'ont pas participé à la répression. Alors pour le bilan, les chiffres sont débattus. Les estimations varient de 6 000 à 30 000 victimes selon les sources et les critères retenus. Concernant le chiffre de 20 000 morts, les travaux récents de l'historien Robert Thoms, spécialiste de la Commune de Paris, tendent à revoir ce chiffre à la baisse autour de 6 000 ou 7 000 morts identifiés. Tout en soulignant que cela reste un massacre d'une violence inouïe. Mais le débat n'est pas encore tranché. En 1880, Jules Ferry, alors ministre de l'Éducation sous la présidence de MacMahon, rend l'éducation laïque et obligatoire. Il expulse les religieux des milieux éducatifs. C'est faux. Jules Ferry devient ministre de l'Instruction publique en 1879 sous la présidence de Jules Grévy. MacMahon avait démissionné en janvier 1879, avant les grandes réformes scolaires qui datent de 1881, la gratuité 1882, obligation et laïcité. Il expulse les religieux des milieux éducatifs. Alors ça, c'est probablement une confusion avec le décret de 1880 visant les congrégations non autorisées, notamment les jésuites. Les lois scolaires de 1881-82 laïcisent les programmes et les locaux, mais le personnel enseignant reste en partie religieux.
surtout les femmes, jusqu'à la loi de 1904 qui interdira aux congrégations d'enseigner. En 1900, c'est l'exposition universelle de Paris. En plus de la Tour Eiffel, de nombreux monuments actuels ont été construits à cette occasion, comme le pont Alexandre III, le Grand Palais, le Petit Palais, les gares d'Orsay, de... La Tour Eiffel fut construite pour l'exposition universelle de 1889 et non celle de 1900. Elle existait donc depuis 11 ans en 1900 et n'en était pas une nouveauté. En 1936, le Front populaire de Léon Blum remporte les législatives. Les accords de Matignon sont signés quelques semaines plus tard et avec eux de nombreuses réformes comme la semaine de 40 heures, les congés payés, l'augmentation des salaires et la nationalisation de nombreuses entreprises avec notamment la création de la SNCF. Pas en 1936. La convention est signée le 31 août 1937 sous le gouvernement Chotan, qui est radical dans la continuité du Front populaire. Et la SNCF devient effective au 1er janvier 1938. 4 ans plus tard, sous l'impulsion de Jean Monnet et Robert Schuman, l'année 1950 est marquée par la création de la CECA, un premier pas vers la paix et la collaboration entre pays européens après les guerres mondiales. Alors, confusion entre l'annonce politique et la création institutionnelle. En 1950, c'est la déclaration Schuman qui propose la mise en commun des productions de charbon et d'acier. Le traité de Paris instituant officiellement la CECA n'est signé qu'en 1951 et n'entre en vigueur qu'en juillet 1952. Voilà, je vais m'arrêter là pour les corrections. Pour terminer, je voulais vous parler de ce format qui marche plutôt bien sur YouTube. Résumer l'histoire de France en une vidéo plus ou moins longue. Ce n'est pas, à mon sens, un bon format pour faire un travail rigoureux et de qualité. D'abord parce qu'on va vite, ce qui oblige à parler d'un événement sans le remettre dans son contexte. Et ça, c'est vraiment pas top en histoire. Ensuite parce qu'on fait des choix. On est obligé. Du coup, ce format parle beaucoup des règnes, des rois et des guerres. Et l'histoire, ce n'est pas que ça. La culture, les inventions, les transformations sociales passent souvent à la trappe. Regardez cette frise chronologique que je donne à mes élèves pour le 19e siècle. Il y a les événements politiques, avec les règnes des rois, les guerres, etc. Mais je ne peux me résoudre que de ne leur donner que ça. C'est pour ça que j'y ai rajouté une colonne sciences et techniques et une consacrée à l'art, la littérature, etc. Et encore, je suis obligé de faire une sélection drastique. Dans ce format, on vise la simplification et flirte très souvent avec les clichés historiques et le roman national. Le vrai problème n'est pas tant les erreurs factuelles ponctuelles que les anachronismes, les formulations trop définitives, l'absence de nuances historiographiques et surtout la téléologie. Cette idée que la France se construit naturellement. C'est-à-dire qu'on regarde le passé avec nos lunettes d'aujourd'hui en laissant penser que tous les événements s'enchaînent logiquement pour créer la France actuelle. Donc regardez ce type de vidéo, pourquoi pas, hein, pour se remettre des dates ou des événements en tête, mais le faire toujours avec du recul car on ne peut pas bien présenter l'histoire de France en 20 minutes. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a intéressé, dites-le moi en commentaire. Partagez-la, ça fait du bien à la chaîne, vous le savez. On se retrouve très vite et d'ici là, restez curieux. Ciao ciao.